À l'université, j'entretenais une petite amie. Tant qu'elle restait avec moi, je m'occupais des frais médicaux de sa grand-mère. Cette belle étudiante démunie m'a suivi, humilié. Je n'avais qu'une seule exigence, qu'elle utilise avec moi 3 préservatifs à la fraise chaque jour. Puis, un jour, j'ai cessé de la forcer à l'intimité, et de l'empêcher de voir son amie d'enfance. Fronçant les sourcils, elle ne comprenait pas à quel jeu je jouais. Seul moi le savais, je m'étais éveillé. J'avais compris que j'étais dans l'univers d'un roman, qu'elle était l'héroïne, son ami d'enfance le héros, et moi, un simple personnage secondaire malveillant. Selon le scénario, elle connaîtrait bientôt le succès, tandis que je finirais misérablement mort dans la rue. Pour me sauver, j'ai décidé de mourir à ses yeux avant l'heure, et je me suis organisé une fausse mort. Peu après avoir réglé mes affaires, en rentrant à la villa, Éléonore était de retour. Elle s'est dirigée droit sur moi et m'a entraîné vers la chambre. Éléonore, attends. Mais à la seconde suivante, j'ai réagi vivement, me débattant pour libérer ma main de son étreinte. Le regard profond et froid comme un clair de lune d'Éléonore me fixait, comme si elle ne comprenait pas quelle nouvelle folie j'inventais. Non. N'est-ce pas la condition pour laquelle tu m'as acheté? Pas pour l'instant, je suis un peu fatigué ces derniers temps. J'ai baissé la tête en mentant, mes mots indistincts. Heureusement, cela ne semblait pas l'importer. Elle a simplement dit d'un ton neutre, alors je vais travailler. Éléonore était en effet très occupée en ce moment. Elle préparait un projet de start-up qui entrait dans sa phase la plus critique. Je ne l'ai pas retenue, hochant la tête pour la laisser partir. Je pensais qu'elle travaillerait toute la nuit, mais peu de temps après, elle a reçu un appel et est sortie précipitamment de son bureau. Me voyant encore dans le salon, elle s'est arrêtée net. Puisque tu ne veux pas de moi ce soir, je sors. J'ai quelque chose d'important à faire. En voyant cette urgence rare sur son visage habituellement impassible, j'ai deviné la réponse. Quelle chose importante? Ce n'était que pour Léo Martin, bien sûr. Mais je n'ai rien dit, me contentant d'hocher la tête. Ayant obtenu ma permission, Éléonore n'a plus tardé, me frôlant en partant à la hâte. Alors qu'elle atteignait la porte, prête à partir, je l'ai soudainement interpellée. Éléonore, en fait, tu n'auras plus à faire ça à l'avenir. En entendant ma voix, elle s'est instinctivement arrêtée, attendant la suite, les sourcils froncés. Mais ma voix s'est éteinte en croisant son regard impatient. Pars, maintenant. Finalement, je n'ai pas prononcé la fin de ma phrase, lui disant seulement de partir. Ce n'est que lorsque sa silhouette a complètement disparu dans l'obscurité que j'ai murmuré pour moi-même, en fait, tu n'auras plus jamais à faire ça. Parce que je vais bientôt partir. Riche héritier d'une grande famille parisienne, beau et bien fait, j'ai commis de nombreuses folies, mais la plus grande fut d'acheter une petite amie lors de ma première année à la Sorbonne. Elle était la beauté la plus célèbre de l'université, convoitée par d'innombrables garçons, la file de ses prétendants s'étendait de notre campus à ceux des alentours. Mais son caractère distant et froid la poussait à rejeter tout le monde sans distinction, se consacrant uniquement à ses études et à ses petits boulots. J'ai eu le coup de foudre pour Éléonore, ne désirant que cueillir cette fleur inaccessible pour la faire mienne. Alors, quand j'ai appris que ses parents étaient décédés, qu'elle avait été élevée par sa grand-mère et que celle-ci était gravement malade depuis des années, et qu'elle ne travaillait si dur que pour payer les frais médicaux, je l'ai trouvée et lui ai proposé un marché. Je paierais les frais médicaux de sa grand-mère, et en échange, elle deviendrait ma petite amie, rentrerait à la maison alors chaque jour et coucherait avec moi un nombre de fois défini, jusqu'à ce que je me lasse d'elle. À l'époque, la maladie de sa grand-mère était grave, et elle avait désespérément besoin d'une grosse somme d'argent pour sauver son unique parente. Elle a donc accepté. Nous avions tous les deux terminé nos études et commencé à travailler, mais notre relation n'avait pas changé. La maladie de sa grand-mère n'était pas guérie, et je ne m'étais pas lassé, elle vivait toujours dans ma villa. Son attitude envers moi n'a pas changé, toujours aussi distante. Je ne m'en offusquais pas, pensant qu'avec assez de temps, je finirais par réchauffer son cœur. Jusqu'à ce que, il y a peu, je tombe dans les escaliers et me cogne la tête. C'est là que je me suis éveillé, découvrant que je vivais dans un roman. L'héroïne était Éléonore, le héros son ami d'enfance Léo Martin, et moi, un simple personnage secondaire malveillant. Selon le scénario du roman, le projet de start-up qu'Éléonore préparait connaîtrait un succès retentissant. Grâce à ce projet, Éléonore deviendrait une nouvelle étoile montante du monde des affaires,
gravissant les échelons jusqu'au sommet. Et la première chose qu'elle ferait après son succès serait de me donner une grosse somme d'argent et de rompre avec moi. Mais je refuserais, la harcelant sans relâche. Plus tard, en la voyant se rapprocher de Léo Martin, la jalousie me pousserait à m'en prendre à lui à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'Éléonore me méprise complètement et que je finisse misérablement mort dans la rue. Je ne voulais pas croire à une chose aussi absurde, et encore moins que je serais capable de commettre de telles sottises. Mais les événements récents suivaient le scénario du roman à la lettre. Et le fait qu'Éléonore m'abandonne encore et encore pour rejoindre Léo Martin m'a forcé à comprendre que le héros et l'héroïne sont destinés à s'aimer. Après une semaine de tourments, j'ai finalement compris, je ne pouvais pas jouer ma vie à quitte ou double. Pour échapper complètement au scénario et changer mon destin final, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus l'aimer. Je devais simuler ma mort et partir d'ici, quitter Éléonore. En pensant à ce que l'avenir me réservait, je me suis retourné toute la nuit dans mon lit. Cette nuit-là, Éléonore n'est pas revenue, et je ne l'ai pas appelée pour savoir où elle était. Le lendemain, je me suis levé tôt, j'ai renvoyé tous les domestiques, puis j'ai remis une lettre au majordome pour qu'il la transmette à mes parents. Craignant que ma fausse mort ne leur cause trop de chagrin, je leur ai tout expliqué dans cette lettre. Une fois mes propres affaires réglées, j'ai commencé à m'occuper de celles d'Éléonore, et je suis donc allé voir sa grand-mère avec un panier de fruits. Je n'ai pas d'air de gosse de riche, au fil des ans, dès que j'avais un moment, je venais tenir compagnie à sa grand-mère, lui apportant toujours plein de choses pour la faire sourire. C'est pourquoi, contrairement à la froideur d'Éléonore, sa grand-mère m'appréciait beaucoup. « Adrien, mon garçon, quand est-ce que vous comptez vous marier, toi et Éléonore ?» Lorsque sa grand-mère a de nouveau posé la question, mon visage n'a plus affiché la timidité habituelle, mais seulement un sourire amer. « Comment pourrions-nous nous marier ? Sans même parler de mon départ imminent, même si je ne partais pas, je finirais probablement comme dans le livre. La personne qu'Éléonore aimait Léo Martin, comment pourrait-elle m'épouser ? Voyant mon silence, sa grand-mère a soupiré, mais a tout de même essayé de me réconforter, je connais ma petite fille. Éléonore n'est pas sans sentiment pour toi. C'est juste que les débuts de votre relation n'étaient pas purs, elle doit certainement avoir une barrière dans son cœur. Une fois cette barrière levée, vous pourrez certainement être heureux ensemble. J'ai écouté ces paroles réconfortantes avec un sourire forcé. Je connaissais le scénario du livre, je savais que la seule personne qu'Éléonore avait toujours aimée était Léo Martin. L'héroïne n'aime que le héros, comment pourrait-elle tomber amoureuse du personnage malveillant ? Finalement, je n'ai rien dit, je n'ai pas contredit sa grand-mère. J'ai simplement sorti une carte bancaire. Grand-mère, quand vous en aurez l'occasion, pourriez-vous donner cette carte à Éléonore, s'il vous plaît ? Cette carte contenait les fonds que j'avais préparés pour sa start-up il y a longtemps, mais j'avais toujours hésité à lui donner, de peur de blesser sa fierté. Maintenant que j'étais éveillé et que j'avais décidé de partir, il valait mieux que sa grand-mère la lui remette directement. J'espérais ainsi qu'Éléonore garderait un bon souvenir de moi, et qu'après ma fausse mort, elle ne ferait rien de terrible à ma dépouille. La grand-mère a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Vous vous êtes encore disputés, toi et Éléonore ?» a-t-elle demandé avec inquiétude. J'ai secoué la tête. Non, nous ne nous sommes pas disputés. C'est juste que je dois partir pour un endroit très lointain bientôt. Mes mots n'étaient pas encore terminés qu'une voix froide les interrompit. Quel endroit très lointain ? Je me suis retourné brusquement et j'ai vu Éléonore me fixant d'un air sombre. À côté d'elle se tenait Léo Martin. J'ai détourné le regard et inventé une excuse à la hâte, je pars en voyage bientôt. Pour Éléonore, mes deux activités préférées étaient coucher avec elle et voyager aux quatre coins du monde. En entendant ma réponse, son expression s'est adoucie, et elle n'a pas posé plus de questions. Elle s'est assise avec Léo près du lit de la grand-mère, me reléguant discrètement au second plan. Grand-mère, vous n'allez pas le croire, mais Éléonore est tellement radine. Sur le chemin, je voulais juste une glace, et elle n'a même pas voulu me l'acheter. Il faut vraiment lui parler. À peine assis, Léo a commencé à se plaindre, faisant la moue pour exprimer son mécontentement. Éléonore a jeté un regard exaspéré à Léo, et bien que ses paroles se veuillent une réprimande, elle trahissait son inquiétude pour lui. Tu oses encore en parler ? Tu as encore oublié tes problèmes d'estomac ? Et tu veux manger des choses glacées ? Je me demande qui, la dernière fois, se tordait de douleur en jurant de ne plus jamais toucher à de la glace et en me demandant de le surveiller. Léo a souri malicieusement, et en un clin d'œil,
le regard d'Éléonore s'est rempli d'une tendresse infinie. Nous étions 4 dans la pièce, mais dès leur arrivée, les yeux d'Éléonore n'étaient que pour lui. Repoussé au loin, observant leur complicité naturelle, je n'ai pu m'empêcher de sourire avec ironie. Encore une fois, j'étais l'intrus. Mais cette fois, cela ne me faisait plus aussi mal qu'avant. J'avais tout lâché, j'avais renoncé à Éléonore et à tout l'amour que je lui portais, la rendant définitivement à son héros. La grand-mère a remarqué la tristesse fugitive dans mes yeux, puis a jeté un regard à Éléonore qui m'ignorait délibérément, et a soupiré intérieurement. Éléonore, Adrien, j'ai envie de raisin. Allez m'en laver quelques-uns, d'accord? Quand la grand-mère parlait, ni Éléonore ni moi ne pouvions refuser. Elle a pris le panier de fruits sur la table de chevet, et nous sommes sortis de la chambre, l'un derrière l'autre. À peine la porte franchie, elle m'a attrapé la main. J'étais encore surpris qu'elle initie un contact physique aujourd'hui. L'instant d'après, j'ai entendu ces paroles glaciales, à l'avenir, viens moins souvent voir ma grand-mère. C'est moi que je t'ai vendu, pas ma grand-mère. Cette simple phrase a rendu mes pensées précédentes ridicules. Une amertume m'a envahi. Avant, j'aurais immédiatement tenté de m'expliquer, de lui dire qu'elle était toujours occupée, que sa grand-mère se sentait seule, que je n'avais aucune mauvaise intention, que je voulais juste lui tenir compagnie. Mais maintenant, j'ai simplement baissé la tête et répondu d'une voix calme, d'accord. Sans attendre, je me suis dirigé vers le point d'eau, sans insister pour marcher à ses côtés comme avant. En regardant ma silhouette s'éloigner, une étrange sensation a traversé l'esprit d'Éléonore. Depuis hier, son comportement semblait avoir changé. Après avoir lavé les fruits, nous sommes retournés dans la chambre. Nous avons discuté un peu plus, puis le groupe s'est préparé à partir. À peine sorti de l'hôpital, Léo a pris la parole, Éléonore, monsieur de Valois, il est presque l'heure de dîner. Si on allait manger ensemble? Éléonore n'allait évidemment pas refuser la proposition de Léo. Quant à moi, peut-être pour éviter que mon tempérament de gosse de riche ne mette Léo mal à l'aise, elle a accepté pour moi avant même que j'aie pu ouvrir la bouche. Une fois au restaurant, j'ai réalisé qu'elle n'avait commandé que les plats préférés de Léo. C'était peut-être ça, la différence entre l'amour et le non-amour. Même si je lui avais demandé de mémoriser toutes mes préférences, l'une était une contrainte, l'autre venait du cœur. La différence était abyssale. Heureusement, je m'y attendais, donc je n'ai pas été trop déçu. J'ai mangé en silence, sans rien dire. Au milieu du repas, une sonnerie de téléphone stridente a retenti dans le salon privé. Éléonore a pris son téléphone et est sortie. C'est alors que j'ai remarqué la bague que Léo portait à son auriculaire et je me suis figé un instant. Où as-tu eu cette bague? Léo a regardé la bague à son petit doigt, semblant ne rien soupçonner, et a répondu en souriant, ah, ça? C'est Éléonore qui me l'a offerte. Je lui ai dit qu'elle était jolie, alors elle me l'a donnée. À ces mots, mon visage s'est instantanément assombri. Cette bague, je l'avais mis des mois à la sculpter, me blessant les mains à de multiples reprises, pour finalement l'offrir à Éléonore le jour de notre anniversaire. À l'intérieur, une petite phrase était gravée, Adrien de Valois aimera toujours Éléonore Laurent. Je lui avais offert mon cœur et tout mon amour, mais elle l'avait donné à Léo Martin sans y penser. Une colère sourde a monté en moi. Mais l'instant d'après, le scénario du livre m'est revenu à l'esprit. La personne qu'Éléonore aime, c'est Léo Martin. Il était donc naturel qu'elle n'accorde aucune importance à mes cadeaux. Si je m'en offusquais maintenant, ne ferais-je qu'attiser son mépris? C'était comme si un seau d'eau froide m'avait été jeté à la tête, et je me suis calmé instantanément. J'ai composé mon visage et esquissé un léger sourire, elle est très jolie. Elle te va bien. Léo s'attendait à ce que j'explose, mais à sa grande surprise, j'ai clos l'incident avec un calme déconcertant. Un éclair d'étonnement a traversé ses yeux. Il a serré les dents, s'est levé brusquement et m'a servi un bol de soupe avec empressement. Monsieur de Valois, ne mangez pas que du riz. Cette soupe de fruits de mer est excellente, goûtez Y. Je suis allergique aux fruits de mer. J'allais refuser, mais j'ai vu que Léo ne me tendait pas la soupe. Au contraire, d'un mouvement du poignet, le bol s'est écrasé au sol avec un bruit sec. Ses yeux étaient remplis de tristesse, le coin de ses yeux rougis, sur le point de pleurer. Je n'avais pas encore compris ce que Léo tramait qu'Éléonore a surgi comme le vent, passant à côté de moi pour le protéger derrière elle. Aussitôt,
son regard glacial s'est posé sur moi. « Adrien, qu'est-ce que tu fais ?» Les yeux rougis, Léo s'est tenu derrière elle, ajoutant de l'huile sur le feu au bon moment. « Éléonore, c'est de ma faute. C'est moi qui ai mis Adrien en colère, c'est pour ça qu'il m'a jeté la soupe dessus. Je me suis juste un peu brûlé, ce n'est rien, ne lui en veux pas. Ce n'est pas moi. » En l'entendant déformer la vérité, j'ai écarquillé les yeux, voulant tout expliquer. Mais elle n'a rien voulu entendre, m'a jeté un regard froid, a lâché un « Adrien, tu es vraiment insupportable », puis a pris Léo par la main et est parti sans un mot de plus. En voyant son dos glacial et le regard provocateur de Léo, je suis resté figé sur place, le cœur au fond du gouffre. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que les jours suivants, Léo, ayant découvert l'efficacité de cette méthode, a commencé à m'accuser à tort et à travers. Il disait que je lui avais fait perdre son travail, que j'avais demandé à tout le secteur de le boycotter, ou encore que j'avais envoyé des gens jeter de la peinture devant sa porte pour le tourmenter. Éléonore a supporté, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. En rentrant à la maison, elle m'a attrapé. « Adrien, si tu as quelque chose contre moi, dis-le-moi. Pourquoi t'en prendre à Léo ?» Ensemble depuis des années, l'attitude d'Éléonore à mon égard avait toujours été glaciale. C'était la première fois que je la voyais montrer autant d'émotion, mais c'était pour défendre Léo Martin. Je ne m'en suis pas pris à lui. Ce n'est pas moi qui ai fait ces choses. J'ai tenté de m'expliquer, mais elle ne me croyait toujours pas. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ? Tu es capable d'acheter une petite amie, de quoi n'es-tu pas capable ? Que ce soit la dernière fois. Je t'ai tout donné, pourquoi ne peux-tu pas laisser les gens autour de moi tranquilles ? Après avoir prononcé ces mots, Éléonore, les yeux pleins de déception, ne voulut plus m'adresser la parole et se dirigea directement vers la chambre d'amis. En la voyant partir, j'ai ravalé ma tristesse. Dans son cœur, j'étais celui en qui elle n'avait jamais confiance. Mais au-delà de la tristesse, c'était la panique qui me gagnait. Je devais bientôt partir, mais si les choses continuaient ainsi, je craignais qu'Éléonore ne me tue avant même le jour de ma fausse mort. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit, réfléchissant, et j'ai finalement trouvé une solution. Ce soir-là, j'ai pris ma voiture et je suis allé chez Léo Martin. Ma première phrase a été « Léo, faisons la paix. À partir de maintenant, je vais vous aider, toi et Éléonore. » Qu'est-ce que tu racontes ? Léo a écarquillé les yeux, incrédule. Il savait mieux que quiconque à quel point j'aimais Éléonore. Sinon, pourquoi aurais-je payé les frais médicaux de sa grand-mère de bon cœur ? Et pourquoi, après avoir été repoussé tant de fois par la froideur d'Éléonore, continuerais-je à la suivre sans rien attendre en retour ? Mais maintenant, Adrien venait le voir de son propre chef, pour lui dire qu'il allait les aider, lui et Éléonore. En entendant son scepticisme, j'ai secoué la tête. Je ne dis pas n'importe quoi. Je suis sincère en te proposant la paix. Tu n'as plus besoin de t'efforcer de me piéger. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais bientôt quitter Éléonore. Tu n'as pas besoin de me voir comme un rival. Mon expression semblait sincère, mais Léo ne me croyait toujours pas, soupçonnant un piège. Peu m'importait qu'il me croie ou non, j'ai décidé d'agir. Le lendemain, alors qu'Éléonore s'apprêtait à sortir, je l'ai arrêté et lui ai tendu un billet pour Disneyland. J'ai acheté 2 billets pour Disneyland ce soir. Viens avec moi. Je dois travailler sur mon projet ces derniers temps. Son regard était froid. Elle a commencé à refuser, mais je l'ai interrompu. Lors de notre accord, il était dit qu'en dehors de l'intimité quotidienne, tu ne pouvais refuser aucune de mes demandes. Cette simple phrase a réduit au silence toutes les objections d'Éléonore. Elle a pris le billet en fronçant les sourcils, puis a pressé le pas pour partir. En la voyant disparaître, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Léo. Il a rapidement décroché. Sans préambule, je suis allé droit au but. Le billet que je viens de t'envoyer, tu l'as reçu ? J'ai donné l'autre à Éléonore. Habille-toi bien aujourd'hui et profitant pour renforcer votre relation. Léo ne s'attendait pas à ce qu'Adrien soit vraiment prêt à les aider, lui et Éléonore. Il a acquiescé, mi-sceptique, mi-convaincu. Au moment où Adrien allait raccrocher, il a soudainement demandé « Pourquoi tu m'aides ?» La question m'est parvenue à travers le téléphone. J'ai gardé le silence un instant, puis j'ai finalement décidé de ne pas répondre « Tu n'as pas besoin de le savoir. Fais juste ce que nous avons convenu. »
Je vous aide, et en retour, tu arrêtes de me piéger. C'est tout. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran de mon téléphone qui s'éteignait, perdu dans mes pensées. La question de Léo résonnait encore dans ma tête, pourquoi tu m'aides? Je n'aidais pas Léo Martin. Celui que je voulais vraiment aider, c'était moi-même. De plus, la personne qu'Éléonore aimait vraiment était Léo Martin. J'accélérais simplement le cours naturel de l'histoire, tout en me ménageant une porte de sortie. Quand la nuit est tombée, j'ai reçu un message de Léo. C'était une photo d'eux. Sur la photo, Léo regardait l'objectif, et Éléonore regardait Léo, les yeux remplis d'une tendresse et d'une douceur que je ne voyais jamais quand nous étions seuls. Pendant que nous étions ensemble, je lui avais demandé d'innombrables fois de prendre une photo avec moi, mais sa réponse était toujours la même, je n'aime pas les photos. Apparemment, face à la personne qu'on aime, ce genre de principe peut être brisé. J'ai continué à faire défiler les photos et l'une d'entre elles a attiré mon attention. Le décor était un restaurant. Devant elle se trouvaient des crevettes décortiquées et un tas de carapaces. Je me suis souvenu que, pendant toutes ces années, c'était toujours moi qui décortiquais les crevettes et les mettais dans son assiette. Elle ne l'avait jamais fait pour moi. En voyant ces marques d'affection que j'avais tant désirées, je suis resté silencieux un long moment avant d'envoyer un message, parfait. Vous allez très bien ensemble. Léo pensait que je faisais tout ça avec une arrière-pensée, et il m'avait envoyé ces photos intentionnellement pour me provoquer et me faire révéler mon véritable objectif. Mais mes mots de bénédiction l'ont laissé perplexe, il ne me comprenait plus du tout. L'indicateur, est en train d'écrire, a clignoté longtemps. Léo a réécrit son message d'innombrables fois avant de finalement envoyer une phrase, « Ce que tu as dit hier était vrai? Tu as vraiment l'intention de nous aider, Éléonore et moi ?» Cette fois, ma réponse a été rapide, un seul mot, oui. À partir de maintenant, Éléonore est à toi. Je m'attendais à ce qu'Éléonore soit heureuse en rentrant ce soir-là, mais lorsqu'elle a poussé la porte, son visage était toujours aussi glacial, et sa voix contenait même une colère non dissimulée. Adrien, qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu essaies de faire encore? Je me suis arrêté, perplexe face à son attitude, mais j'ai tout de même expliqué, tu parles des billets? J'avais un empêchement, alors je les ai donnés à Léo. Puis j'ai demandé avec empressement, vous vous êtes bien amusé aujourd'hui? Vous avez fait la grande roue des amoureux? Et la maison hantée? Si vous n'en avez pas assez profité, j'ai 2 autres billets, vous pourrez y retourner demain. Éléonore ne parvenait pas à deviner mes intentions et m'a fixé longuement. Mon visage, cependant, était empreint de sincérité, comme si j'avais vraiment été retenu par une urgence et que j'avais simplement cédé mes billets à elle et à Léo. Après un long moment, elle a finalement baissé les bras et est entrée dans sa chambre. Ce premier succès m'a encouragé, et j'ai continué à leur créer toutes sortes d'occasions. Par exemple, je l'ai invitée dans un restaurant pour couple. À peine étions-nous assis que Léo est apparu devant nous, l'air ravi. Éléonore, quelle coïncidence! Avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur s'est approché opportunément, « Monsieur, madame, c'est l'anniversaire de notre établissement cette année. Vous êtes le 52e couple à entrer, nous vous offrons donc une paire d'alliances et une photo de couple. » À peine le serveur avait-il fini de parler que je me suis levé brusquement, je ne me sens pas très bien tout à coup, je vais rentrer. En me voyant me lever pour partir, Éléonore s'est précipitée pour me suivre, mais j'ai eu l'air de me souvenir de quelque chose et je me suis retourné vers elle, c'est une belle opportunité, ce serait dommage de la gâcher. Éléonore, pourquoi n'irais-tu pas avec Léo? Sans attendre sa réponse, j'ai quitté le restaurant à la hâte, démarrant ma voiture en trombe, laissant derrière moi une Éléonore stupéfaite et un Léo surexcité, la tirant pour aller chercher les alliances et prendre la photo de couple. Ou encore, lors d'une réunion d'anciens de l'université, j'ai insisté pour qu'Éléonore vienne avec moi. En arrivant, j'ai fait semblant de découvrir que Léo était là aussi. À la fin de la soirée, j'ai poussé Léo vers elle, il est tard, ce n'est pas prudent pour lui de rentrer seul. Ramène-le en voiture. Je prendrai un taxi. Ah, et ne te presse pas de rentrer. Il a trop bu, reste chez lui pour t'occuper de lui. Sur ce, je lui ai mis les clés de la voiture dans la main sans discussion et je me suis dirigé vers le bord de la route pour héler un taxi. Après plusieurs incidents de ce genre, Éléonore a finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, elle tombait toujours sur Léo Martin en divers lieux et à divers moments, et à chaque fois, je partais seul, la laissant avec lui, comme si je voulais la lui confier.
Quelques jours plus tard, Éléonore est rentrée ivre d'un dîner d'affaires. Me voyant au lit, apparemment endormie, elle est allée directement à la salle de bain sans un mot. Au son de l'eau qui coulait, j'ai soudainement ouvert les yeux. J'ai jeté un coup d'œil à la porte fermée de la salle de bain, puis j'ai rapidement pris mon téléphone et composé un numéro « Viens tout de suite à ma villa ». 20 minutes plus tard, Léo Martin a frappé à la porte de la villa. Je suis sorti discrètement pour lui ouvrir et lui ai tendu le pyjama en soie que je venais de trouver, Messa et va dormir dans la chambre principale. En entendant mes mots et en voyant le pyjama dans mes mains, Léo a semblé comprendre. Son cœur s'est mis à battre la chamade, comme s'il allait sortir de sa poitrine. Sous ma nouvelle insistance, il a repris ses esprits, est monté rapidement à l'étage, a enfilé le pyjama et s'est allongé sur le lit. À peine Léo s'était-il installé que la porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement. Éléonore, simplement enveloppée dans une serviette de bain, sortait en s'essuyant les cheveux. Elle a levé la tête, et son regard s'est figé sur la silhouette dans le lit. Se souvenant peut-être que nous n'avions pas respecté notre accord initial depuis longtemps, elle s'est approchée en quelques pas et l'a enlacé par derrière avec une grande aisance, sa voix rauque par l'alcool, « Je ne suis plus indisposé ». Léo n'avait pas encore compris le sens de cette phrase qu'il a senti le matelas s'affaisser légèrement derrière lui. Un souffle chaud sur sa nuque, et une main douce et désossée s'est posée sur sa taille. La chaleur de son corps l'a fait frissonner, et sa respiration s'est accélérée. Un léger rire s'est fait entendre derrière lui, suivi d'une pluie de baisers sur son oreille et son cou. Léo, incapable de résister à une telle stimulation, n'a pu retenir un gémissement étouffé. À ce seul son, les mouvements d'Éléonore se sont arrêtés net. Elle s'est retirée brusquement, sa voix pleine d'incrédulité, « Comment ça se fait que ce soit toi ?» Dans le salon du rez-de-chaussée, Éléonore était assise sur le canapé. Léo, enveloppé dans une couverture, était assis à côté d'elle, le visage couvert de honte. Son regard s'est posé sur moi, qui me tenais à l'écart, que s'est-il passé exactement? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle découvre la supercherie si vite. Un peu coupable, j'ai tout de même tenté de noyer le poisson avec une excuse, il y a eu une coupure de courant chez Léo, alors je l'ai invité à passer la nuit ici. Et pourquoi dormait-il dans la chambre principale? Éléonore, visiblement non convaincue, a continué à me questionner. J'ai hésité un instant avant de répondre, la chambre d'amis n'était pas prête. Je me suis dit que pour une nuit, il pouvait bien dormir dans la chambre principale. Elle n'a manifestement pas cru à mon explication. Réprimant sa colère, elle n'a plus rien dit, a pris Léo par la main et est partie sans un mot. Quand Éléonore est revenue, nous n'étions plus que deux dans la pièce. Elle avait remarqué mon comportement étrange depuis un certain temps, et à cet instant, elle n'a plus pu se retenir. « Adrien, à quoi joues-tu, au juste? As-tu trouvé une nouvelle façon de nous tourmenter ?» Ces mots crus m'ont stupéfié. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense cela de moi. J'ai eu l'impression que mon cœur avait été frappé par un marteau, une douleur sourde et oppressante. Je voulais juste. Les mots d'explication m'ont échappé, mais heureusement, j'ai retrouvé la raison à temps et n'ai pas tout déballé. Son regard sombre a continué de me sonder, « Qu'est-ce que tu veux? Dis-le. » Après un long silence, j'ai finalement repris la parole, sans répondre à sa question, « Désolé. Je pensais que ça te plairait. » Mes excuses ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, enflammant complètement sa colère, « Tu es toujours si présomptueux. » Elle a lâché cette phrase glaciale, puis s'est détournée et est partie, laissant derrière elle une atmosphère pesante. En la voyant partir, j'ai vaguement compris quelque chose. C'est vrai, elle était encore ma petite amie. Compte tenu de sa personnalité et de ses principes, même si elle aimait Léo Martin, elle ne ferait rien avec lui. Heureusement, tout allait bientôt se terminer. Alors que le jour de mon départ approchait, j'ai rassemblé toutes les affaires liées à Éléonore dans la villa. J'ai tout jeté, tout brûlé, faisant place nette. Des photos de ses discours et débats universitaires que j'avais collectionnés, aux tasses, chaussons et pyjamas assortis que je lui avais achetés, en passant par les amulettes de protection que j'avais obtenues pour elle, chaque objet était une preuve de mon amour pour Éléonore. La dernière chose que j'ai brûlée, ce sont les lettres d'amour que je lui avais écrites. En jetant les lettres une par une dans le feu, mes pensées se sont involontairement tournées vers le passé. Au début, j'avais tenté de séduire Éléonore de manière normale. J'avais même passé 3 mois entiers à lui écrire 99 lettres d'amour. Mais chacune d'entre elles avait été refusée. Plus tard,
en la voyant en difficulté à cause des frais médicaux, j'ai eu cette idée. De cette façon, elle pourrait accepter mon aide et moi, je pourrais réaliser mon souhait. Peut-être que j'avais vraiment eu tort. L'amour véritable ne s'achète pas. Le roman le disait aussi, l'héroïne Éléonore n'aimait que son héros Léo Martin. En y pensant, je n'ai plus eu aucun regret et j'ai jeté la dernière lettre dans le feu. La porte s'est ouverte brusquement et Éléonore est rentrée, voyant immédiatement les enveloppes colorées que je jetais au feu. Elle n'en avait jamais lu le contenu, mais les enveloppes lui étaient terriblement familières, c'étaient les lettres d'amour que je lui avais envoyées et qu'elle avait toutes refusées. Elle a senti son cœur sauter un battement, et sans réfléchir, les mots lui ont échappé, « Qu'est-ce que tu fais ?» À travers les flammes crépitantes, j'ai regardé le visage stupéfait d'Éléonore, un peu perplexe. Mais après un instant, j'ai répondu à sa question, « Je brûle des choses. Ces choses ne servent plus à rien, alors je les brûle. » Le cœur d'Éléonore s'est serré. Elle sentait mon changement ces derniers temps, et je faisais toujours des choses étranges. Elle ne voulait pas se confronter à moi, mais les mots qui sont sortis de sa bouche étaient à nouveau cinglants, c'est vrai. Maintenant que tu as eu tout ce que tu voulais, ces choses ne te servent plus à rien. Ce n'était pas la première fois qu'Éléonore se moquait de moi, et à chaque fois, cela me faisait beaucoup de peine. Mais cette fois, mon cœur était étrangement calme. Tout sera bientôt terminé. Cette phrase énigmatique a laissé Éléonore perplexe, ne sachant pas ce que je tramais encore. Elle n'est pas restée plus longtemps, et sans se soucier de ce que je brûlais, elle est montée directement à son bureau. Je suis resté assis là, immobile, regardant les flammes consumer entièrement la dernière lettre d'amour, la transformant en cendres. Privées de combustible, les flammes ne pouvaient plus danser et se sont finalement éteintes dans la poussière. Éléonore, à partir de maintenant, oublie ce souvenir humiliant, oublie ce personnage secondaire malveillant que je suis. Toi et moi, nous allons commencer une nouvelle vie. Le lendemain matin, alors qu'Éléonore se préparait à sortir, je l'ai interpellée, demain, c'est l'anniversaire de notre rencontre. J'ai réservé une croisière. Viens avec moi voir la mer et le coucher de soleil. J'avais toujours des idées soudaines, et j'espérais cette fois ne pas avoir inventé une autre complication. C'est ce que pensait Éléonore en acquiesçant froidement avant de partir. Peut-être à cause de l'attente, la journée m'a semblé passer très vite. Bientôt, le jour convenu est arrivé, le jour de ma fausse mort. Je me suis habillé avec un soin particulier avant d'emmener Éléonore sur le bateau que j'avais réservé. Le paysage depuis le bateau était magnifique. Les derniers rayons du soleil couchant se répandaient sur la mer et le bateau, la lumière orangée et chaude m'enveloppant. Le ciel et la mer se mêlaient pour former un tableau d'une beauté exquise. En regardant cette scène, une expression étrange a traversé les yeux d'Éléonore. Mais l'instant d'après, cette atmosphère de sérénité rare a été brisée par une sonnerie de téléphone stridente. Quand je me suis retourné pour la regarder, elle était déjà au téléphone, discutant de travail. Je savais qu'elle était occupée par son projet. Dans quelques heures, il serait lancé et connaîtrait un succès fulgurant. C'était un tournant dans sa vie, et aussi dans la mienne. Éléonore, si tu avais de l'argent, que ferais-tu ? Quand j'ai parlé, Éléonore venait de raccrocher. En entendant ma question étrange, elle a simplement répondu d'un ton neutre, « Je ferai ce que je veux ». En disant cela, son visage n'affichait aucune expression particulière, comme si elle parlait nonchalamment. Mais en regardant ce visage qui ne m'avait jamais accordé la moindre once de tendresse, je n'ai pu m'empêcher de penser, quand tu seras riche, la première chose que tu voudras faire, c'est te débarrasser de moi. Mais Éléonore, cette fois, je ne te donnerai pas cette peine. Sur le pont, les serveurs ont commencé à disposer les plats de manière ordonnée. Bientôt, la table fut couverte de mets délicats. Le soleil couchant à l'horizon n'était plus qu'un demi-cercle. Éléonore et moi étions assis face à face à table. Je regardais la nourriture exquise sans le moindre appétit, et elle, me regardant, était aussi laconique que d'habitude. Jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone d'Éléonore brise à nouveau le silence entre nous. Les deux mots, Léo Martin, s'affichaient sur l'écran lumineux. Elle a hésité un instant, puis a décroché. Dès qu'elle a répondu, la voix sanglotante de Léo a retenti à travers le téléphone, clairement audible pour nous deux, « Éléonore, j'ai eu un accident de voiture. Tu peux venir à l'hôpital ?» À ces mots, Éléonore a froncé les sourcils. Elle s'est tournée vers moi. J'ai posé mes couverts au même moment. J'ai entendu.
Tu veux y aller? Elle n'a pas hésité. Un anniversaire, ça se fête n'importe quand. Léo a besoin de moi maintenant. Je n'ai rien dit, la regardant simplement en silence. En voyant mon expression, son cœur s'est mis à battre étrangement fort. Depuis toujours, elle était d'un calme effrayant. C'était la première fois qu'elle ressentait cette sensation de perte de contrôle. Elle a donc ajouté, chose rare, je te le rattraperai, cet anniversaire, une autre fois. Sur ce, elle a pris son téléphone et s'est levée. J'ai regardé sa silhouette paniquée descendre précipitamment du bateau sans essayer de la retenir. Bien plus tard, j'ai murmuré, Éléonore, nous n'aurons pas d'autre fois. J'ai regardé le coucher de soleil seul. La dernière lueur du crépuscule a été engloutie par la mer. Les lumières du bateau se sont progressivement allumées. Un membre du personnel est monté à bord et s'est dirigé directement vers moi. Monsieur de Valois, tout est prêt. En entendant sa voix, je n'ai pas tourné la tête, continuant à regarder au loin. Comment vais-je mourir? Noyade accidentelle. La nouvelle se répandra dans 1 heure. Ensuite, votre corps flottera sur la mer, avant d'être retrouvé par la police qui confirmera le décès. L'employé m'a expliqué les détails de ma mort. J'ai hoché la tête, sans aucune objection. Une fois tout arrangé, je me suis retourné et j'ai quitté le bateau. J'ai jeté un dernier regard à cette ville, puis j'ai mis le chapeau et le masque que j'avais préparé, j'ai brisé ma carte SIM et je me suis dirigé vers l'aéroport sans me retourner. Éléonore, cette fois, je te remets personnellement entre les mains de ton héros. Et moi, ce personnage secondaire malveillant, je quitte définitivement ton monde. Quand Éléonore est rentrée à la villa, un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps illuminait son visage. L'état de Léo Martin s'était amélioré, et le projet sur lequel elle avait travaillé si dur connaissait un succès fulgurant dès son lancement. Elle pouvait enfin entrer dans le cercle des nantis par ses propres moyens, et non plus comme l'étudiante pauvre qui devait se vendre pour payer les frais médicaux de sa grand-mère. Dans sa poche se trouvait le premier argent qu'elle avait gagné avec son projet, qu'elle comptait me rendre dès qu'elle me verrait. Une fois notre dette réglée, elle pourrait enfin se tenir droite devant moi. Mais quand Éléonore a poussé la porte, la villa était vide et silencieuse. Moi, qui l'attendais habituellement dans le salon, j'étais introuvable cette fois. Une sensation étrange l'a envahi, et son cœur s'est senti vide, sans qu'elle sache pourquoi. En se souvenant de mon comportement inhabituel ces derniers temps, une inquiétude vague a commencé à poindre. Était-ce une nouvelle façon de la tourmenter que j'avais imaginée? Incertaine, elle a sorti son téléphone pour m'envoyer un message, mais à ce moment-là, une nouvelle est apparue sur son écran d'accueil. Récemment, le fils unique du plus riche magnate de Paris, la famille de Valois, a disparu. Peu de temps après, un corps a été découvert flottant en mer. La police a confirmé qu'il s'agissait du jeune de Valois. La cause du décès n'a pas encore été déterminée. Cette courte phrase a frappé Éléonore comme la foudre. Elle n'en croyait pas ses yeux, mais sa main a cliqué sur la nouvelle de manière incontrôlable. Les photos qui circulent ne sont jamais très nettes, mais elle a tout de même reconnu le corps flottant au premier coup d'œil. Elle a écarquillé les yeux, cherchant une preuve que ce n'était pas moi, mais plus elle regardait, plus son cœur se serrait. La silhouette, les vêtements du corps flottant étaient identiques aux miens quand je suis parti. Adrien était mort. Non, elle devait le voir de ses propres yeux. Tant qu'elle n'aurait pas vu ma dépouille, elle ne croirait pas que j'étais mort ainsi. Éléonore s'est précipitée vers la sortie. À quelques pas de la porte, ses jambes ont flanché, et elle a failli tomber plusieurs fois. Elle voulait conduire elle-même au commissariat, mais en démarrant la voiture, ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait même pas à tenir les clés. Finalement, elle a dû s'éloigner un peu pour prendre un taxi jusqu'au commissariat. La voiture est rapidement arrivée devant le commissariat. Éléonore a soudain ressenti une certaine appréhension. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait si le corps était bien celui d'Adrien. « Mademoiselle, nous sommes arrivés. Vous ne descendez pas ?» Le chauffeur a attendu un moment, observant son expression changer dans le rétroviseur. En voyant la destination, il a pensé qu'elle venait se rendre pour une faute, et il a soupiré intérieurement, une si jolie jeune fille, comment en est-elle arrivée là? Éléonore ignorait ses pensées. En entendant le chauffeur l'inciter à descendre, elle est revenue brusquement à la réalité et est sortie de la voiture. Après être entrée au commissariat et avoir expliqué le but de sa visite, un policier l'a conduite à l'endroit où les corps étaient conservés. En arrivant,
elle a constaté qu'elle n'était pas la première. La mère d'Adrien avait les yeux rouges et gonflés, ayant visiblement beaucoup pleuré. Le père d'Adrien était plus calme, mais ses yeux étaient également un peu rouges. En voyant quelqu'un arriver et en reconnaissant Éléonore, ils ont tous deux ressenti des émotions complexes. Ils avaient lu la lettre de leur fils, ils savaient qu'il avait seulement simulé sa mort et quitté cet endroit, mais ils en voulaient tout de même un peu à Éléonore. Sans elle, leur Adrien n'aurait jamais eu besoin de recourir à une fausse mort pour s'en sortir. Et Éléonore, en les voyant, a senti son cœur sombrer définitivement. Elle n'a soudain plus osé faire un pas de plus, ni regarder le corps qui se trouvait si près. Ma dépouille a été emmenée par mes parents pour être incinérée, mais l'urne funéraire a été interceptée en chemin par Éléonore. Au début, mes parents ont protesté, mais elle refusait de la lâcher. Chaque dispute se terminait par sa phrase « Si vous voulez prendre l'urne, il faudra me tuer ». Éléonore a déménagé de la villa où nous avions vécu ensemble. En faisant ses cartons, elle a découvert que tout ce qui rappelait notre passé avait disparu. En repensant à mon comportement étrange de la fin, bien que la police ait conclu à une noyade accidentelle, elle était convaincue que ma mort n'était pas un accident, mais un acte prémédité. C'est pourquoi il avait refusé son intimité, pourquoi il avait voulu la pousser vers Léo Martin, et pourquoi il avait effacé tout souvenir d'elle. Dans la chambre, Éléonore serrait l'urne dans ses bras. À ses pieds, des bouteilles de vin, droites ou renversées, jonchaient le sol. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse et d'un regret infini, ainsi que d'une certaine ironie envers elle-même. Adrien avait été si clair depuis le début, comment avait-elle pu ne rien remarquer? Elle a bu une autre gorgée d'alcool fort, la sensation de brûlure se propageant dans son corps. Elle a caressé les motifs de l'urne, a fermé les yeux, et son visage souriant est soudainement apparu devant elle. Adrien. Elle était perdue dans son monde, incapable de s'en extraire, lorsque la porte de la chambre s'est ouverte avec une force soudaine. La lumière a inondé la pièce sombre, l'éblouissant et la forçant à plisser les yeux. Elle a levé la tête vers l'avant. La silhouette qui entrait, en voyant l'état de la pièce, a paniqué, se frayant un chemin à travers les bouteilles de vin pour se précipiter vers elle, tentant de lui prendre l'urne et de la relever. Éléonore. Le cri l'a fait se souvenir de qui était devant elle, mais son corps a instinctivement esquivé sa main, protégeant fermement l'urne dans ses bras. Sa méfiance a blessé Léo Martin, mais en voyant son visage hagard et ses yeux injectés de sang, sa voix s'est adoucie. « Éléonore, si tu continues comme ça, tu vas te faire du mal. Pose cette urne, s'il te plaît, allons à l'hôpital, d'accord ?» En entendant sa voix, ses yeux ont bougé, et elle l'a enfin regardé. Sa voix était calme, mais il y a décelé une pointe d'interrogation. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'Adrien avait décidé de partir, mais tu me l'as caché. » Léo a été pris de court, il lui a fallu un moment pour comprendre ce qu'elle demandait, et son visage a changé instantanément. Il a pris un air offensé, comme pour dire « Comment peux-tu penser ça de moi ?» Éléonore, je ne savais vraiment rien. C'est Adrien qui est venu me voir à l'époque, pour me proposer de coopérer. Coopérer pourquoi? Éléonore a immédiatement saisi le point essentiel, son regard acéré fixé sur Léo. Il n'avait jamais vu un tel regard chez elle, et sa main qui la tenait s'est desserrée involontairement. Finalement, sous son regard meurtrier, il a avoué ce qui s'était passé. À la fin, il n'a pas oublié de plaider sa cause. « Éléonore, c'est juste que je t'aime trop. Mais après, je ne me suis plus jamais attaqué à lui. Éléonore, votre relation a été forcée par lui dès le début, tu ne l'aimais pas. Maintenant qu'il est mort, tu es enfin libre, ne devrais-tu pas être heureuse ?» À peine avait-il fini de parler que sa main s'est refermée sur son cou. « Qui t'a dit que je ne l'aimais pas ?» Léo, terrifié, a vu ses yeux virer au rouge. Des larmes ont instantanément rempli ses orbites, et bientôt, de grosses larmes ont coulé sur ses joues, tombant sur sa main. La chaleur l'a fait sursauter, et elle a rapidement retiré sa main. Un long moment après, elle lui a tourné le dos, cachant la froideur dans ses yeux. « Va-t'en. Je ne veux plus te voir. » Éléonore ne savait pas pourquoi le voir pleurer lui faisait mal au cœur. Mais elle était sûre de ne pas l'aimer, sinon elle ne l'aurait jamais attaqué. C'était comme avant, quand elle perdait toujours la raison à cause de lui, l'ignorant Adrien pour lui. Comme si elle n'avait pas toujours voulu se confronter à Adrien, mais que les mots qui sortaient de sa bouche changeaient involontairement de sens. Elle ne voyait pas clair dans son propre cœur et ne pouvait pas contrôler ses paroles et ses actes. Ce n'est qu'à la mort d'Adrien que le voile qui couvrait son cœur s'est levé,
et qu'elle a enfin vu clair en elle, mais elle comprenait encore moins ses actions passées. À cet instant, un sentiment d'absurdité et d'irréalité l'a envahi. Dans un petit bar d'un quartier tranquille du PIC, alors que mes parents, inquiets de me voir seul dans un pays étranger, m'envoyaient une autre somme d'argent considérable, je n'ai pas pu m'empêcher de les appeler « Papa, maman, combien de fois vous ai-je dit que je vais bien ici ? Ne vous inquiétez pas pour moi, et n'arrêtez pas de m'envoyer de l'argent si souvent. » J'étais exaspéré. J'avais changé mon nom pour Alexandre Petit en arrivant ici, et mes parents, craignant que je ne m'en sorte pas seul, passaient leur temps à me transférer de l'argent. Avec cet argent, j'ai ouvert un petit bar près de l'université. La clientèle est stable, chaque année une nouvelle promotion remplace l'ancienne. En réalité, ma vie est très agréable. Mais plus ils m'envoyaient d'argent, plus une inquiétude sourde grandissait en moi. Bien que vivant au PIC, je n'ai pas cessé de suivre les nouvelles de France. C'est ainsi que j'ai su tout ce qui s'était passé. La grand-mère d'Éléonore est décédée, la veille du jour où Éléonore est devenue la nouvelle étoile montante du monde des affaires de Paris. Je regrette de ne pas avoir pu la voir une dernière fois, mais entrevoir sa grand-mère une dernière fois et sauver ma propre vie, je préfère encore ma vie. Éléonore était en effet très douée, exactement comme le décrivait le roman. C'est pourquoi j'ai essayé de limiter au maximum les contacts avec mes parents, craignant que des contacts trop fréquents ne lui fassent suspecter quelque chose. Si tout revenait à la normale, tous mes efforts auraient été vains. Mais curieusement, selon le scénario du livre, elle aurait dû à ce moment-là avouer ses sentiments à Léo Martin et se mettre en couple avec lui. Mais en réalité, elle est restée célibataire. On dit qu'elle a gardé mon urne funéraire et la porte avec elle tous les jours. Ceux qui ne savent pas louent sa fidélité, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle gardait cette urne pour d'autres raisons. En y pensant, un frisson m'a parcouru, et j'ai décidé secrètement de limiter encore plus mes contacts avec la France. Soudain, un bruit de doigts tapant sur le comptoir m'a fait me retourner. Mon regard a croisé des yeux profonds. « Patron, un margarita, s'il vous plaît. » Une voix à la fois lointaine et familière, un visage que j'avais côtoyé pendant des milliers de jours et de nuits, que je pouvais dessiner les yeux fermés. J'ai senti mon cœur sauter un battement, et je suis resté figé sur place. « Patron ?» Éléonore a haussé un sourcil, répétant sa demande d'une voix plus forte. J'ai raccroché précipitamment, une vague d'agacement m'envahissant. Je savais bien qu'à force de contacter la France, avec son intelligence, elle finirait par découvrir que je n'étais pas mort. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle arrive si vite, me prenant complètement au dépourvu. Je me suis efforcé de paraître calme, j'ai montré le panneau, fermé, accroché à la cloison transparente et j'ai parlé d'une voix délibérément basse, « C'est fermé aujourd'hui, jour de congé. » Éléonore a ri doucement, a pris le panneau et m'a montré la face visible, où l'on pouvait lire, ouvert, un air malicieux dans les yeux, si je ne me trompe pas, le panneau fermé et doit être tourné vers les clients pour être valable. J'ai été pris de court, mon regard suivant sa main jusqu'au panneau, et j'ai réalisé que j'avais oublié de le retourner. Un rouge de gêne m'est monté aux joues. J'ai rapidement attrapé le panneau, les retourné du côté, fermé, et les raccroché. Voilà, c'est réglé. Mademoiselle, le petit Alex est fermé aujourd'hui. Si vous voulez boire un verre, il faudra trouver un autre endroit. Après l'avoir congédié, j'ai baissé la tête et j'ai continué à m'affairer, mais la femme devant le bar ne bougeait toujours pas. Alors que j'hésitais à la renvoyer une seconde fois, Éléonore a parlé la première, « Patron, on ne se serait pas déjà vu quelque part ?» Mon corps s'est raidi, et mes gestes se sont arrêtés. J'avais l'impression d'entendre mon propre cœur battre à tout rompre, prêt à sortir de ma poitrine. Elle avait vu mon visage. Si elle n'avait pas tiré de conclusion hâtive, c'est probablement parce qu'elle avait effectivement vu la dépouille d'Adrien de Valois, et qu'elle hésitait maintenant à déterminer si j'étais vraiment lui ou juste un inconnu qui lui ressemblait. Dans ce cas, je devais rester calme pour ne pas éveiller ses soupçons. Après un long silence, j'ai répondu sans lever la tête, en plaisantant, « Mademoiselle, personne ne vous a jamais dit que votre façon d'aborder les gens est vraiment ringarde ? » Non, je n'ai jamais abordé personne. La réponse d'Éléonore était sans hésitation, comme si elle cherchait à prouver quelque chose. Je n'avais qu'une idée en tête, la faire partir au plus vite. Je n'ai donc pas saisi le sens de ses paroles, me contentant de la presser. Finalement, elle a dû céder, « Alors, patron, vous ouvrez demain ?» En la voyant cesser de me presser, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai hésité un instant.
J'avais peur qu'une esquive trop évidente ne la rende suspicieuse. Mais si je ne l'esquivais pas, avec une telle ressemblance, elle qui m'avait suivi jusqu'ici aurait certainement des doutes. Après mûre réflexion, j'ai opté pour une réponse neutre, ça dépendra de mon humeur. Les étudiants sont en vacances en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients au Petit Alex, il n'est pas certain que j'ouvre. C'était une façon polie de refuser, mais pour Éléonore, c'était comme si j'avais laissé entendre quelque chose. Elle a continué de son propre chef, le patron veut dire que s'il y a plus de clients, il ouvrira? En entendant cela, je n'ai pas pu me retenir. J'ai levé les yeux vers elle, puis les ai rapidement baissés. Madame, si vous tenez vraiment à boire un verre, il y a beaucoup d'autres bars dans le coin. Vous trouverez peut-être votre bonheur ailleurs, pas besoin d'attendre le Petit Alex. Que s'est-il passé? Pourquoi Éléonore est-elle devenue si collante? J'ai caché ma perplexité et n'ai pas osé poser de questions. Elle, cependant, est restée là, attendant ma réponse. Ce n'est que lorsque j'ai hoché la tête, résignée, qu'elle est partie avec un grand sourire. Je ne comprenais vraiment pas le but de sa manœuvre. En voyant sa silhouette disparaître, j'ai ressorti mon téléphone pour appeler mes parents. Ils ont rapidement décroché. Adrien, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Éléonore m'a retrouvé. Papa, maman, que s'est-il passé ces dernières années? J'ai l'impression qu'elle a beaucoup changé. Je me suis frotté les tempes, cette situation me donnant un mal de tête terrible. Mes parents sont restés silencieux un moment, puis m'ont demandé avec hésitation la raison de ma fausse mort soudaine. Ils me posaient à nouveau la question, et après réflexion, j'ai décidé de ne rien leur cacher, leur racontant mon éveil comme s'il s'agissait d'un rêve. Au début, mes parents n'approuvaient pas notre relation. Non pas parce qu'Éléonore était pauvre ou qu'ils la jugeaient indigne de moi, mais simplement parce qu'ils avaient une seule idée en tête, elle ne m'aimait pas. Mon obstination ne pouvait que me mener à la souffrance. Mais j'étais leur fils, élevé avec tant de soin, comment auraient-ils pu supporter de me voir souffrir en connaissant l'issue? Seulement, à l'époque, j'étais trop têtu.